Aux États-Unis, tout est beaucoup plus gros. Les voitures, les burgers, la stupidité de certaines personnes. Et l'Australie, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'être plus gros, tout est plus mortel et dangereux. Et surtout quand on parle d'animaux. C'est un peu comme si la nature avait pris ce pays et avait décidé d'y mettre tout ce qui est dangereux sur Terre, dans la mer et même dans le ciel au même endroit, juste pour voir ce que ça donne. L'Australie héberge plus d'espèces venimeuses que n'importe quel pays du monde à part deux, le Mexique et le Brésil. Et sur les 25 serpents les plus venimeux de la planète, il y en a une vingtaine qui vivent directement là-bas. Et tout le haut du classement, donc les pires serpents du monde, c'est quasiment tous des Australiens. C'est aussi le pays d'un des seuls oiseaux connus pour tuer des humains, le casoar, et à côté de ça, ils ont aussi les classiques crocodiles marins, grands requins blancs, araignées géantes, méduses qui te one-shot, etc., etc. Ah, et c'est aussi un des seuls endroits sur Terre où une pomme de pin peut littéralement te tuer. Mais ça, j'y reviendrai. Sauf que tout ce que je viens de vous dire, donc la liste d'animaux extrêmement terrifiants, etc., c'est rien. C'est la version tranquille de l'Australie. Parce qu'il y a quelques milliers d'années à peine, ce pays c'était infiniment pire, au point que je me demande encore comment le moindre humain a réussi à survivre là-dedans. Mais du coup, la vraie question, c'est pas qu'est-ce qui est dangereux, ou plutôt qui n'est pas dangereux en Australie, c'est pourquoi c'est toujours l'Australie. Pourquoi un seul pays a réussi à choper tous les pires animaux du monde, hier comme aujourd'hui. Et surtout, quelle est la pire créature ayant jamais existé là-bas. Moi c'est Kumo, et on est parti pour découvrir tout ça en remontant à l'origine complètement cauchemardesque de l'Australie. Bon, avant qu'on commence, petite précision parce que je vous vois venir, quand je dis c'était pire avant, je parle absolument pas des dinosaures, on reste beaucoup plus proche que ça. En gros, l'Australie a atteint son pic de grosse ambiance niveau animaux il y a environ 50 000 ans. Et ça tombe juste super bien parce que c'est pile le moment où les premiers humains ont posé le pied sur le continent. Oui, on peut dire qu'on a eu le bon timing. Du coup, imaginez 2 secondes, vous traversez la mer sur un radeau bricolé, vous galérez pendant des semaines et vous touchez enfin la Terre en pensant que vous avez peut-être découvert la Terre promise, une île paradisiaque avec des petits oiseaux mignons, etc. Sauf que vous êtes accueilli par le grand-père du dragon de Komodo qui fait 6 mètres, en train de faire un 1v1 avec un oiseau de plus de 2 mètres avec un bec qui fait la taille d'une tête de cheval. Et pour très bien capter l'enfer que c'était, on va faire un truc qui est plutôt simple. À partir de maintenant, c'est vous. Vous êtes un de ces tout premiers humains qui débarquent sur ce radeau et vous allez traverser ce continent cauchemardesque avec moi, une bête à la fois, et on va très vite voir si vous allez survivre ou pas. Bon courage. Et pour le coup, débarquer dans un endroit totalement inconnu, ça, je sais un peu ce que c'est. Parce que là, pile pendant que je vous parle, je suis moi-même en plein voyage. Je viens littéralement d'atterrir, je sors de l'avion, et bon, je vous rassure, je suis pas en Australie, je tiens un minimum à la vie, mais peut-être qu'on ira là-bas un jour. Mais même aujourd'hui, même sans le moindre crocodile à l'horizon, arriver dans un pays inconnu, ça reste toujours un peu l'angoisse. Parce que le tout premier réflexe qu'on a en sortant de l'avion, c'est de sortir son téléphone, et là, classique, plus aucun réseau. Sauf que moi, si vous regardez bien, j'ai déjà directement internet grâce à UBG. En gros, UBG c'est une appli avec des forfaits internet en eSIM dans plus de 200 destinations. Vous l'installez gratuitement sur l'App Store avant de décoller et dès que vous posez le pied à destination, vous êtes connecté directement à internet et c'est d'ailleurs les seuls qui vous permettent de recharger vos datas même lorsque vous n'avez plus aucun forfait data sans frais supplémentaires. Absolument pas de carte SIM à changer, à trifouiller, etc. Votre vraie SIM elle reste dans votre téléphone donc vous continuez à recevoir vos appels et vos SMS, pas besoin de courir après un Wi-Fi d'aéroport tout pourri et même pas sécurisé, et surtout le tout sans aucun engagement, vous payez juste le forfait qu'il vous faut au meilleur prix. Et tenez d'ailleurs, petit tips qui pourra servir à tout le monde même si vous prenez pas UBG, tapez étoile dièse 06 dièse sur votre téléphone et si un numéro EID s'affiche, c'est que votre téléphone est compatible eSIM. Si jamais vous voyagez bientôt, je vous ai mis le lien et mon code promo pour avoir 10% de réduction en description justement. N'hésitez pas non plus à télécharger leur appli qui est totalement gratuite au cas où pour vous éviter une galère justement en cas d'imprévu. Merci à UBG pour la sponsor, mais maintenant, fin de la petite pause voyage où notre seul problème, justement, c'était le réseau, parce que vous, maintenant, vous avez une terre maudite à découvrir et à explorer. Vous voilà donc sur cette plage, un des tout premiers humains à poser le pied sur ce continent. Et le premier truc que vous croiseriez en sortant de l'eau, il vous aurait tout simplement fumé. Vous seriez donc descendu, auriez commencé à vous aventurer dans la jungle immense qui recouvrait l'île à l'époque, jusqu'à ce que vous voyiez un truc. Là, juste devant vous, au loin, ce que vous auriez vu, c'est une silhouette de crocodile. Mais un crocodile sacrément gros. Et votre cerveau, il vous aurait sûrement dit un truc qui peut paraître plutôt logique. Un crocodile, normalement, ça vit dans l'eau, donc
tant que vous restez loin de l'eau, normalement c'est ok. Et ben grave erreur, parce que ce truc là, à l'époque, sa spécialité, c'était le sprint sur la terre ferme. Laissez-moi du coup vous présenter le Quencana, et c'est ni un sosie de crocodile, ni d'un gros lézard qui y ressemble, c'est un vrai crocodile, de la même grande famille que ceux d'aujourd'hui. Sauf que lui du coup, la grande différence, c'est qu'il avait des pattes carrément placées sous son corps, un peu comme une sorte de chien, et pas du tout écartées sur les côtés comme les crocodiles et les alligators qu'on connaît. Et ça, bah ça veut principalement dire qu'il se tenait droit, qu'il levait son corps du sol, et surtout, bah qu'il pouvait sprinter. Et oui, comme je vous disais, il était grand. Trop grand. Ça, c'est l'estimation de sa taille à côté d'un humain. Le frérot faisait juste la hauteur d'un cheval et pouvait sprinter à plus de 48 km/h selon les estimations les plus fiables. Autant vous dire que vous aviez aucune chance de fuir en courant. Mais le pire, c'était même pas ça, c'était ses dents. Parce que les crocos d'aujourd'hui, leurs dents, c'est des sortes de gros clous, c'est fait pour attraper et maintenir leur proie. Mais lui, le Quencana, il avait des dents en forme de lame aplatie, dentelées sur les bords comme une sorte de couteau aztèque, qui sont exactement le même genre que celles qu'avaient les dinosaures carnivores. Du coup, il attrapait pas du tout sa proie pour la noyer. Lui, il la découpait directement, autant pas perdre de temps. À chaque morsure, il te faisait perdre 50 kg de gras que, pour une fois, tu voulais garder. Du coup, vous à l'époque, en voyant ça, votre réflexe aurait peut-être été de courir dans l'eau, parce que bah, si le boug court à 50 km/h, il y a très peu de chances que vous le distanciez. Sauf que, bah, grave erreur. Parce que en Australie, à l'époque, il y avait le cousin du Quencana, le Paludirex, qui régnait sur tous les marais du coin. Et d'ailleurs, Paludirex veut littéralement dire roi des marais, c'est pour dire l'aura de l'animal. Lui, pour le coup, il était un peu plus classique, c'était juste un très gros crocodile ultra massif d'environ 5 mètres de long et qui faisait disparaître absolument toute créature qui osait mettre un doigt de pied dans son étang. Et les scientifiques l'ont littéralement comparé à tout simplement un crocodile marin sous stéroïdes, ce qui donne pas forcément envie de le croiser non plus. Et oui, d'ailleurs, petite précision au passage, l'Australie à cette époque, c'était principalement une très grosse île remplie de marécages tropicaux et de très grandes forêts. Entre-temps, les hommes sont passés par là, le feu et l'exploitation a cramé la plupart des forêts, et nos très chères canicules bien-aimées ont fini par assécher tout le reste. Mais bref, du coup, en voyant que les marais étaient également impraticables, on va dire que vous avez réussi à survivre en grimpant à l'un des plus grands arbres de l'époque. Vous observez du coup le Quencana et son cousin en train de se bouffer entre eux, avant de sentir un tremblement au sol d'une autre créature énorme qui arrive en courant pour se rajouter à la bataille. Vous tournez la tête, et là, vous voyez celui qui régnait en maître sur la plupart de l'Australie sur la terre ferme à l'époque. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent parce qu'on parle tout simplement du plus grand lézard terrestre qui ait jamais existé, le Megalania. Son nom, Megalania, ça veut dire le grand rôdeur, et aujourd'hui les scientifiques l'appellent Varanus priscus, principalement parce qu'on a compris que c'était en fait un varan géant, un cousin direct du fameux dragon de Komodo. Ce gros bonhomme, il était sacrément imposant. Certaines estimations parlent de 8 mètres de long, mais c'est assez abusé. En réalité, on était bien plus proche des 5 mètres et demi, 6 mètres que des 8. Mais bah, ça reste sacrément gros. Mais bon, ok, il est grand, mais vous vous en doutez, si c'était le maître sur la terre ferme en Australie à l'époque, alors qu'il y avait des crocodiles Usain Bolt avec des tronçonneuses dans la bouche, c'est qu'il devait avoir d'autres attributs. Et effectivement, niveau armes, on est pas mal. Et peut-être même que vous la connaissez déjà. Comme je vous l'ai dit, c'est un cousin qui est très proche des dragons de Komodo. Et les dragons de Komodo, même aujourd'hui, ils ont gardé une trace de ce dont étaient capables les Megalania, leur venin. Cet énorme lézard a, selon de nombreuses sources, été un des varans avec le venin le plus puissant de l'époque. Sa technique de combat était super basique, il courait, il venait, il mordait son ennemi qui généralement fuyait directement, puis il attendait que son venin fasse effet. Le principe de son venin est super simple, il empêche la coagulation de ton sang, ce qui fait que tu saignes en continu sans jamais t'arrêter jusqu'à ta mort. Du coup, avec cette puissance de frappe et sa taille, bah on peut comprendre pourquoi il terrifiait la plupart des animaux australiens de l'époque. Mais pour l'instant, on reste qu'au début de nos découvertes, parce que même si c'est censé être le plus fort à ce moment-là, on est très loin d'avoir découvert tous les prétendants voulant prendre sa place sur le trône, et vous, du haut de votre arbre, vous allez voir que pour le moment, il vaut mieux pas descendre. Bon, à ce stade, on a vu que des reptiles, et on pourrait se dire que c'est principalement ceux qui vivaient là-bas à cette époque, en se disant que les mammifères devaient tout simplement pas pouvoir faire face à ces trucs. Eh ben, pas du tout. Il y avait bien des mammifères, et pour faire face,
l'inverse, bah ils étaient tout aussi tarés. Et le meilleur exemple, c'est celui que vous allez apercevoir en étant toujours coincé en haut de votre grand arbre, le Thylacoleo. Cette sorte de gros chat a été appelé lion marsupial et c'est tout simplement le plus grand prédateur mammifère qui ait jamais foulé l'Australie. Il faisait à peu près le poids d'une lionne adulte, avait des énormes griffes acérées, une démarche de tueur et évidemment le regard qui va avec. Mais là où c'est assez comique, c'est que son plus proche cousin vivant encore aujourd'hui, c'est le koala. Oui, j'ai bien dit le koala, cette sorte de gros doudou qui dort 20 heures par jour collé à son eucalyptus et qui nourrit ses petits avec ses propres excréments. Et oui, si vous étiez pas au courant, ça c'est totalement réel. Je suis désolé de ruiner votre vision de ce gros nounours, mais il faudra à l'occasion que je vous fasse une face cachée des koalas. Si ça vous chauffe, dites-le moi en commentaire. Et ce Thylacoleo, cousin de ce gros flemmard, c'était une sacrée machine digne de l'Australie, parce qu'il avait tout simplement la morsure la plus puissante de tous les mammifères connus rapportés à son poids. Absolument tous. En plus de sa mâchoire surpuissante, il avait même pas des crocs classiques, mais il avait des dents transformées en lames qui fonctionnaient comme une sorte de grosse paire de cisailles, un peu comme notre croco sprinter du début. Du coup, là où un lion d'Afrique met parfois un quart d'heure à étouffer sa proie, lui, il faisait le taf en moins d'une minute. Une morsure, les cisailles tranchent la trachée et les artères, et c'est plié. Et si jamais ça suffisait pas, parce que pourquoi faire simple après tout, il avait aussi un gros pouce griffu rétractable, comme un chat, et il grimpait non seulement aux arbres, mais il avait une telle force dans sa griffe justement, qu'il gravait littéralement des griffures dans la roche. On a retrouvé des traces de griffes dans les murs de grottes à plein d'endroits en Australie. Le cousin du koala, on le rappelle. Du coup, si vous tenez à la vie, c'est sûrement l'heure de maintenant redescendre de votre arbre et de fuir vers un nouveau biome qui, vous l'espérez, sera plus accueillant. Après quelques jours de survie intensive, vous finissez par arriver dans une sorte de petite crique qui vous semble un peu moins hostile. Vous vous posez du coup quelques minutes, et là, sans prévenir, vous voyez une sorte d'énorme forme de boule sortir de l'eau et s'approcher de vous. Mais pour la première fois, même si vous flippez, de façon normale, cet animal ne semble pas vouloir votre peau. Et là, vous voyez que vous faites face à une énorme tortue, mais une tortue qui ressemble à un char d'assaut. Voici la Meiolania, une tortue terrestre qui pouvait dépasser les 2 mètres de long pour 1,50 m de haut, et elle avait 2 traits caractéristiques qui nous rappellent clairement un certain personnage. Déjà, sur sa tête, elle avait 2 énormes cornes pointées sur les côtés qui étaient tellement larges que la demoiselle ne pouvait même pas rentrer sa tête dans sa carapace parce que ça passait pas. Et ensuite, quasiment toute sa queue était comme entourée d'anneaux d'os qui terminaient par des pointes, ce qui faisait un peu comme la massue d'un ankylosaure version tortue. Donc ouais, même pour des simples tortues toutes mignonnes, l'Australie a commencé par créer des chars d'assaut mélangés entre Bowser et Tortank, avec des cornes et une masse d'armes au bout de la queue. Et d'ailleurs, petit détail qui est assez cool, c'est que certaines de ces tortues ont survécu sur les îles du Pacifique jusqu'à il y a environ 2000 ans seulement. Et 2000 ans à l'échelle de la planète, c'est littéralement rien, mais même à l'échelle de l'histoire humaine, c'est hier. Parce que ça veut dire que pendant que les Romains faisaient leur conquête, certaines personnes croisaient ces chars d'assaut à carapace sur les plages. Mais bon, vous avez du coup cette tortue en face de vous qui finit par vous ignorer et partir, mais votre exploration est loin d'être terminée. Et le prochain truc que vous allez croiser, vous allez même pas réussir à le décrire. Du coup, vous êtes là, sidéré devant cette boule qui vous dévisage avant de repartir tranquillement, et vous décidez de continuer votre exploration dans ce coin qui vous semble un peu plus paisible, et quelques mètres plus loin, vous tombez sur le deuxième marsupial de cette exploration, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous aviez jamais vu un truc pareil. Voici du coup le Palorchest, et celui-là, même aujourd'hui, on sait même pas trop à quoi il ressemblait, parce que il ressemble à rien de connu, un peu comme les dinosaures. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait des griffes immenses, des bras dont l'articulation est unique, et dans toute l'histoire de l'évolution, il n'y a aucun autre animal qui n'a jamais été bâti comme ça, et une langue préhensile super longue, un peu comme les girafes pour attraper les feuilles. Niveau esthétique faciale, absolument personne n'arrive à se mettre d'accord encore aujourd'hui entre un nez absolument énorme à la Jean Lassalle ou un nez tout plat. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'était un herbivore qui était plutôt pacifiste, mais qui pouvait quand même te fumer avec ses énormes griffes. Faut pas déconner, on reste en Australie. Et en reprenant votre route, vous êtes très loin de vous douter que le prochain sur votre chemin, lui, il est carrément plus grand que vous. Mais bref, vous l'emmerdez pas, il est quand même assez chill, du coup vous êtes plutôt content de l'endroit où vous êtes. Les animaux ne sont pas si dangereux que ça, mais il faut quand même vérifier les alentours avant de faire votre campement. Vous décidez de faire un dernier tour et vous finissez par tomber sur l'ancêtre de l'animal le plus iconique de l'Australie, le kangourou. Sauf que là, il va falloir oublier le kangourou qui est trop mignon et qui fait des petits bonds dans les vidéos d'Insta, parce que le Procoptodon, le fameux ancêtre, lui il faisait dans les 2,70 m debout pour plus de
200 kg de muscles, donc bien plus grand que vous et bien plus musclé que vous aussi. Déjà, petit détail assez spécial, il avait qu'un seul orteil par pied équipé d'une méga griffe de la mort. Ses bras étaient super longs et équipés de griffes pour ramener les branches et il avait des yeux placés vers l'avant pour voir extrêmement bien toutes les proies qu'il y avait devant lui. Pendant très longtemps, on a cru qu'il était trop lourd pour sauter, qu'il marchait juste, sauf que il y a une étude toute récente de cette année là qui a montré que ses os étaient en fait bien assez solides, donc il sautait très probablement des sauts de plusieurs mètres de haut. Et pour le coup, celui-là, il fallait clairement pas l'énerver parce que certes, c'était un animal pacifique en grande partie, mais un peu comme les kangourous de nos jours, ils avaient très probablement un grain comblé avec de l'ego rempli de testostérone, ce qui les rendait extrêmement dangereux si tu osais les vexer. Mais avant même que vous ayez eu le temps de finir d'analyser la bête ou de vous faire repérer, ce qui en soi vous arrange, vous apercevez pas très loin de lui le poids lourd absolu de l'île, le diprotodon, qui est tout simplement le plus grand marsupial qui ait jamais existé. Cet énorme bébé pesait tout simplement 3 tonnes et faisait la taille d'un éléphant d'Asie. Et vous ne devinerez jamais de qui il était le cousin, du wombat. Ce dernier aujourd'hui sait juste faire des crottes carrées quand un de ses ancêtres était juste le géant surpuissant de l'Australie. Ouais. Tout le monde n'a pas eu la même chance dans la famille. Et pourtant, c'est celui qui chie des pixels qui est toujours en vie aujourd'hui. Le diprotodon était strictement herbivore et plutôt calme aussi, donc même s'il était terrifiant, il représentait pas un grand danger non plus. Et vous vous dites même que ça pourrait être une bonne source de nourriture. Vous êtes du coup plutôt satisfait des animaux qui se trouvent autour de vous, autour de cette crique, et vous décidez d'aller faire votre campement à côté de la crique. Et d'ailleurs, en la longeant une dernière fois, juste avant la tombée de la nuit, vous croisez un dernier truc bien bizarre, un animal qui n'est autre que l'ancêtre de l'ornithorynque, l'obdurodon. L'obdurodon, c'était un ornithorynque préhistorique d'environ 1 mètre de long. Et déjà qu'un ornithorynque de base, c'est sacrément spécial, alors lui, il a juste fini le boulot complètement. Parce qu'à l'époque, il s'est dit, pourquoi pas rajouter des dents bien vénères au bordel. Et évidemment, vous vous en doutez, on parle pas de petites dents toutes mignonnes, mais de dents bien acérées, bien vénères, avec lesquelles il croquait des tortues. Et bon, pas nos tortues géantes, évidemment, elles étaient bien trop grandes, mais par contre, leur bébé, ça oui, pas de souci. Bref, après cette vérification, vous êtes sûr de vous, cet endroit est parfait pour un campement et vous décidez de vous y installer. Mais en dormant, quelque chose vous tracasse. Vous avez vu des reptiles, des mammifères, des marsupiaux, mais où sont donc les oiseaux? Le lendemain, en vous réveillant, vous avez donc un nouvel objectif, parce que bon, la viande du jeune diprotodon que vous avez mangé la veille ne vous a pas suffi. Il vous faut des œufs. Vous vous remettez donc en route et après quelques temps de recherche dans cette végétation ultra dense, vous tombez d'abord sur le truc le plus absurde de tout votre voyage. Vous avez devant vous un oiseau, mais un oiseau de 3 mètres de haut pour 600 kg avec un bec de la taille d'une tête de cheval. Et son petit nom, c'est le Dromornis, probablement l'oiseau le plus lourd qui ait jamais existé. Et le truc que je trouve fou et que j'adore avec cet oiseau, c'est que son crâne était tellement rempli de muscles justement pour actionner ce bec géant que son cerveau, il a fini littéralement écrasé, aplati, juste pour tenir dans sa boîte crânienne. Du coup, oui, l'oiseau le plus lourd de tous les temps avait un cerveau probablement qui faisait à peine quelques centimètres. Et le pire, c'est que génétiquement, vous l'aurez peut-être deviné, mais ces machins-là, c'est des cousins des canards. Vous observez avec des yeux ébahis cet énorme canard de 600 kg avec un bec qui fait la taille d'une tête de cheval sans trop comprendre ce que vous regardez, mais vous cherchez un petit peu des yeux aux alentours et vous ne trouvez pas d'œufs. Du coup, vous continuez à chercher des œufs et vous entendez un autre bruit au loin. Vous vous rapprochez et là, vous trouvez non pas un tout petit pigeon tout mignon, mais un animal qui s'appelle tout simplement l'oiseau tonnerre. Ouais, on est sur un nom sacrément badass. Le Géniornis de son nom scientifique mesurait plus de 2 mètres de haut pour 200 kg, ce qui fait un sacré pigeon, mais pas aussi gros que notre canard d'avant. Mais quand bien même c'était un sacré char d'assaut. Avec un poids comme ça et cette morphologie, il était juste incapable de voler, mais il était bâti comme un tank, comme je vous le disais, avec notamment un bec énorme. Et attention, parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, c'était pas un terror bird. On estime qu'il était probablement herbivore, mais on n'est pas trop sûr, mais bon, en sachant que le casoar, qui est l'oiseau australien typique, qui est un des cousins du Géniornis, peut tuer des gens en faisant une fraction de sa carrure, autant dire que c'était pas forcément une proie super facile. Et pourtant, un petit peu partout en Australie, sur plus de 200 sites différents, les chercheurs ont retrouvé des fragments de coquilles d'œufs de Géniornis, donc des fragments de très gros œufs. Et sur ces coquilles, il y avait des marques de brûlure. Et on parle pas de feu de forêt, non, on parle de feu genre comme un feu de camp par exemple. Effectivement, les hommes, donc
Vous, dans cette histoire, vous avez réussi à choper des œufs d'oiseaux tonnerres pour vous en faire des repas. Ouais, clairement, tous les Australiens, même de base, les premiers qui sont arrivés sur l'île, ils avaient absolument peur de rien, et surtout, ils avaient très faim. Et le truc, c'est qu'on estime que c'est probablement comme ça que l'espèce a totalement disparu. Pas chassée à la lance dans une grande bataille héroïque, juste vidée de sa descendance, œuf après œuf, génération après génération. Il n'y a même pas eu besoin de grandes machines pour que les hommes réussissent à éteindre un oiseau géant d'Australie, comme quoi, dès le début, on a fait fort. Et là, d'un coup, toute la question s'inverse. Pendant toute la vidéo, on s'est demandé comment un humain, comment vous pourriez survivre là-dedans. Mais peut-être bien qu'on s'est trompé depuis le début. Mais on va y revenir. Pour finir la liste des découvertes en beauté, tous ces trucs, le croco-coureur, le varan dragon, le lion koala, l'oiseau tonnerre, etc., les premiers humains les ont tous croisés. Ils ont vécu à côté pendant des milliers d'années. Et puis ensuite, en quelques milliers d'années à peine, après notre arrivée, presque tout a disparu. Et les indices laissent de plus en plus penser qu'on n'y est clairement pas pour rien. Et je pourrais continuer cette liste d'animaux de fou pendant 1 heure, mais il y en a un tout dernier dont je dois absolument vous parler. Un seul avant qu'on comprenne finalement pourquoi l'Australie est aujourd'hui si dangereuse. Et celui-là, c'est absolument pas une curiosité préhistorique floue d'il y a 40 000 ans ou quoi que ce soit. Lui, il a disparu il y a même pas 100 ans sous nos yeux avec une date bien précise. Et honnêtement, je vous le dis d'avance, c'est la partie de la vidéo et de mes recherches qui m'est resté le plus en travers de la gorge. Je vous parle du thylacine, le tigre de Tasmanie qui est originaire d'Australie, et ce truc, c'était juste une pure merveille d'évolution. Un prédateur marsupial de la taille d'un grand chien, avec des rayures sur le dos, et un crâne quasiment impossible à distinguer de celui d'un loup. Et pourtant, son plus proche cousin, c'était une petite souris marsupiale de quelques grammes. En gros, l'évolution a construit 2 fois exactement le même prédateur, le loup, et lui, à partir d'ancêtres qui avaient absolument plus rien en commun depuis des dizaines de millions d'années. Mais lui, en plus, pouvait ouvrir sa gueule à plus de 80 degrés, ce dont aucun chien n'a jamais été capable de faire. Et évidemment, vous l'aurez compris, les colons l'ont décrété nuisible. Quand ils l'ont découvert, ils ont mis une prime sur sa tête, une livre par adulte tué, des milliers d'individus abattus, jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus. Et le truc le plus tragique dans toute cette histoire, le truc qui fout bien les boules, c'est le timing. L'espèce a enfin été officiellement protégée par la loi du 10 juillet 1936, et le dernier thylacine connu est mort dans son enclos tout seul le 7 septembre 1936. Seulement 59 jours plus tard. La protection qui était censée sauver cette espèce n'est pas arrivée à temps et est arrivée 59 jours trop tard. Le tout dernier survivant d'une lignée vieille de millions d'années, mort dans une cage pendant qu'à l'autre bout du pays, on signait enfin le papier qui aurait pu le sauver. Voilà, le Megalania, le Quinkana, tout ça c'était il y a 50 000 ans. Le thylacine, lui, c'était il y a même pas 100 ans. Ça, c'est directement notre faute. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on avait au début, et notamment à la question de pourquoi l'Australie est si dangereuse. Bon, les géants d'Australie, ils ont tous fini par disparaître, ça on l'a compris, mais si vous pensez que ça a rendu l'Australie fréquentable pour autant, laissez-moi juste vous rappeler ce qui s'y trouve de nos jours. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est le pays qui a les serpents les plus venimeux de la planète, une vipère qui te frappe avant même que t'aies le temps de la voir, un requin qui remonte les fleuves sur 200 bornes pour venir te chercher en eau douce, et même une fourmi d'1 centimètre qui tue plus de monde en Tasmanie que la plupart des grosses bêtes réunies. Et là-bas, c'est même pas que les animaux, parce que même les plantes s'y sont mises. Par exemple, le Gimpy Gimpy, cette sorte d'arbuste tout doux qui a inventé tout seul le même venin que certaines araignées et qui te fait souffrir pendant des mois si jamais tu le touches. Et vous vous rappelez également la fameuse pomme de pin dont je vous ai parlé au début? Et ça, c'était absolument pas une blague, et il existe un animal qui ressemble à une pomme de pin et des vraies pommes de pin qui peuvent te tuer. Il y a d'abord un coquillage qui ressemble justement à une pomme de pin et qui te harponne un venin mortel qui te fume en quelques minutes, et carrément un pin dont les cônes pèsent plus de 10 kg et tombe de 40 mètres de haut, ce qui peut littéralement tuer des gens, et c'est déjà arrivé. Voilà, donc même aujourd'hui, l'Australie ça donne pas toujours super envie. Sauf que le truc vraiment fou, c'est que ce pays soi-disant le plus dangereux et mortel du monde, en vérité, il tue presque personne. Le serpent le plus venimeux de la planète, le taipan du désert vivant en Australie, dont une morsure pourrait coucher 100 adultes en bonne santé, et devinez combien de gens il a tué au cours de toute l'histoire? 0. Il vit paumé dans un désert où il y a personne, et si jamais il croise un humain, il va juste fuir le plus rapidement possible, il va pas l'attaquer. Et vous devinerez sûrement jamais l'animal qui fait le plus de morts en Australie chaque année, c'est ni un serpent, ni un croco, ni une araignée, ni un requin, peu importe, c'est, roulement de tambour, le cheval. Ouais, le pays avec les pires venins, les plus grosses araignées, les gros serpents, ouh, ça fait peur, c'est le cheval qui tue le plus de monde. Mais alors pourquoi? Et c'est exactement là que ça devient super intéressant, parce que si tout ce venin ne sert même pas à nous tuer, alors il sert à quoi? Pourquoi la nature s'est donné autant de mal ici précisément et nulle part ailleurs? Voilà, ça c'est la question depuis le début. Et la réponse, elle est plutôt passionnante, parce que c'est pas de la
la malchance, c'est de la mécanique. Et tout peut tenir avec un seul mot, l'isolement. En fait, à la base, il y a très longtemps, l'Australie s'est détachée des autres continents et elle est partie dériver toute seule au milieu des océans, comme une sorte d'arche fermée à clé. Pendant des dizaines de millions d'années, absolument plus rien n'entrait ni ne sortait de l'île et tout ce qu'il y avait à bord a évolué dans son coin sans concurrence et sans aucune autre règle que celle de la nature et de l'évolution. Et ça, déjà, c'est principalement pour ça qu'aujourd'hui, plus de 80% des animaux australiens existent nulle part ailleurs sur Terre. Et dans ce laboratoire fermé, il y a deux trucs de dingue qui se sont passés. Tout d'abord, sans mammifères classiques pour leur faire de l'ombre, les marsupiaux ont eu le champ libre pour tout réinventer. Ils ont refait le lion, le loup, l'éléphant, l'hippopotame, absolument tout ce que vous avez croisé dans cette vidéo, c'était des dérivés d'évolution grâce justement à l'isolation de l'Australie. Et surtout, deuxièmement, un jour, un seul groupe de serpents venimeux a débarqué sur l'île, pas deux, pas 10, un seul, et à partir de ce seul ancêtre dans cette île fermée, ils se sont mis à muter encore et encore dans une sorte de course à l'armement sans fin contre leur proie, chacun montant à chaque fois les enchères jusqu'à fabriquer les venins les plus sophistiqués du monde. Et le pire, c'est qu'à un moment, certains sont carrément repartis à la mer et ça a ensuite créé tous les serpents marins de la planète. Aujourd'hui, tous les serpents marins descendent de ce fameux serpent immigré australien. Et pour finir, en répondant à la toute première question de la vidéo, celle que je vous avais promise au tout début, dans tout ce bestiaire de cauchemar hier comme aujourd'hui, c'est quoi la pire créature qui ait jamais posé une patte en Australie? Et sur le papier, on pourrait se dire que c'est vite vu, c'est le Mégalania, notre varan géant venimeux de 6 mètres, le fameux roi incontesté, patati patata. Sauf que si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on s'est peut-être trompé de question depuis le début, et c'est peut-être surtout qu'on s'est trompé de réponse. Parce que le Mégalania, le Quinquana, le lion koala, l'oiseau tonnerre, etc., ils régnaient tous là-dessus depuis des millions d'années. Et puis un jour, un petit singe à moitié à poil est arrivé sur son radeau avec juste du feu et la dalle, et en seulement quelques milliers d'années après son arrivée, presque tout a disparu. Et presque tous les indices aujourd'hui pointent de plus en plus vers lui. La pire créature qui ait jamais débarqué en Australie et qui ait régné là-bas, celle qui a survécu à toutes les autres, eh ben, c'était vous. Ou plutôt, c'était nous. Et c'est ça que je trouve fascinant au fond. L'Australie, c'est pas un pays maudit, c'est juste le plus grand musée vivant de l'évolution. La preuve de ce que la nature est capable de fabriquer quand on la laisse mijoter toute seule dans son coin pendant assez longtemps. Les animaux terrifiants d'avant, eux, ils ont disparu, mais le laboratoire, lui, il tourne toujours. Et personnellement, j'espère vraiment qu'il nous réserve encore pas mal de surprises dans le futur. Si ce petit voyage aux origines de l'Australie vous a retourné autant que moi et vous a fait plaisir, lâchez un petit like, ça aide vraiment énormément. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite et balancez-moi en commentaire lequel des animaux que je vous ai présentés vous a le plus passionné ou impressionné. Personnellement, je me remets toujours pas du crocodile géant qui court à plus de 50 km/h. N'oubliez pas de télécharger gratuitement Ubigui avec le lien en description et d'avoir 10% de réduction si vous prenez une eSIM avec mon code Kumo. On se retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin des animaux. C'était Kumo, ciao.